contente de vous retrouver ici et j'espère qu'on pourra vous accueillir la semaine prochaine. Nous vous proposons une présentation concernant l'eau sur Terre, notre planète bleue qui manque d'eau. Et donc, David Riassetto, qui est de FELMA, de l'INPG, de Grenoble INP, nous propose de faire un point sur comment rendre cette eau qui fait que notre planète est bleue, la rendre disponible, parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas disponible pour tout le monde. Voilà, et donc j'espère que vous serez là pour l'écouter. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, dans le cadre donc, du Salon Experimenta, d'accueillir tout un groupe de personnes qui vont intervenir. Donc nous avons Eliane, je commence par elle, Eliane Sauce, parce que vous l'avez déjà entendue, elle est venue déjà présenter au Midi Minatech je vais y arriver, vous en faites pas. Des témoignages concernant des résidences d'artistes auprès de chercheurs et qui ont donc parlé de leur projet. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Donc, Eliane Sauce est directrice de l'atelier Arts et Sciences. Et aujourd'hui, nous accueillons donc Yann Guéma, qui est artiste multimédia, et Arnaud Doucet, qui est concepteur lumière, et qui ont travaillé avec Gilles Leblévenec, qui est un chercheur du CEA Leti, au laboratoire d'optique. Et aujourd'hui, il nous propose de parler d'un projet qui consistait à faire des images sur une matière transparente. Mais ils vont en parler beaucoup mieux que moi. La parole est à vous. Donc, Eliane, c'est toi qui commences. Bonjour. Un petit mot tout d'abord pour vous dire dans quel cadre nous vous présentons ce projet. Il s'agit donc d'un projet qui est accueilli dans le cadre d'une résidence à l'atelier Arts Sciences. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'atelier Arts Sciences est un laboratoire commun entre le CEA et l'Hexagone, Scène nationale Arts Sciences à Mélan. Nous existons déjà depuis 2007 et nous en sommes à la 50e résidence. Voilà. Nous avons accompagné 50 projets de recherche entre artistes et scientifiques auxquels déjà 201 chercheurs du CEA ont participé. Ces projets aboutissent dans des lieux d'exposition, sur des scènes de théâtre, mais ce sont aussi des textes ou des objets multimédia, des objets connectés et éventuellement aussi des projets pour les entreprises. Alors avec Ézéchiel, c'est une longue histoire, puisque vous avez été dans les premiers à être accueillis en résidence à l'atelier Arts Sciences, puisqu'on vous a avec votre groupe de musique. Peut-être que certains se souviennent du premier ballon interactif qui a été produit et avec lequel le public jouait dans un spectacle. Et puis il y a eu les mécaniques poétiques, une merveilleuse exposition dont un objet est visible au showroom du CEA, mais surtout l'exposition s'est promenée partout sur la planète, on peut dire. Elle est passée par Shanghai, etc. Elle avait d'abord été présentée à la Casemate à Grenoble. Et puis il y a eu Pixel Motion et puis un projet aussi avec le Maïf Social Club autour de l'intelligence artificielle. Et vous voilà à nouveau. Alors, vous comprenez, effectivement, ça fait partie de nos artistes fétiches à l'atelier Arts Sciences. Ils ont une créativité absolument incroyable. Ils ne nous ont jamais déçus. Et chaque fois, la participation des chercheurs du CEA a été extrêmement précieuse dans tout le développement de leur œuvre. Donc, comme Amal vous l'a dit, cette année, le sujet de la recherche qui les anime et sur lesquels il y a toute une équipe qui s'est mise au travail est sur la création de lumière sur surface transparente. Alors, ils vont vous en parler en direct et je passe la parole à Arnaud Doucet. Merci Eliane, bonjour. Juste pour se présenter un petit peu, donc on a évolué avec Yann tous les deux dans le collectif Ézéchiel, groupe de musique. Pour ma part en conception lumière, Yann en tant que musicien et aussi en tant que créateur de contenu graphique et d'animation de la scène. On a bossé ensemble pendant 20 ans. Et le dernier projet de la vie du groupe qu'on a voulu mettre sur scène, c'est trouver une scénographie où on est un outil commun. Donc de la lumière, de la vidéo. Donc on a essayé de trouver un concept, une scénographie où les deux se mélangent. Donc ça s'est symbolisé sous la forme ce qu'on appelait un magic screen.
Donc le Magic Screen, c'était un empilement de 48 projecteurs lumière rotatifs qu'on peut apercevoir là en fond de scène. Et sur l'autre face, un écran blanc. Donc on pouvait projeter de la vidéo, faire de la lumière, des jeux de laser, de l'interaction. Voilà, donc on a bossé sur ce projet-là. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des interactions images et laser à faire très intéressantes. Donc on s'est dit à l'époque, il faut qu'on se mette au mapping vidéo. Donc Yann s'est fendu de concevoir son logiciel, parce qu'il fait tout lui-même, il crée ses propres outils. On s'est dit, on va tenter de faire un mapping vidéo. Donc on a eu la chance sur un château à côté de Tours de faire l'inauguration d'une expo qu'on avait fait avec l'atelier Art Science. Et pour l'inauguration, ils nous ont demandé un mapping. Donc on a bossé là-dessus. Yann a découvert sa méthode de travail pour faire du mapping, du dessin pierre par pierre, reprendre chaque détail du bâtiment et faire que chaque pierre devienne un élément indépendant. On y a rajouté une dimension laser. Là, on peut voir 2 faisceaux qui viennent taper sur le bâtiment. Et ces faisceaux laser sont capables d'animer aussi la vidéo. Un peu comme un pointeur en réunion qu'on vient déplacer. Sauf que là, on arriverait à bouger ce qu'on veut dire au tableau. Donc, on a trouvé ce concept plutôt efficace. On a tout fait pour ensuite le proposer à la Fête des Lumières à Lyon. On a eu la chance de nous offrir l'écrin de la cathédrale Saint-Jean pour notre première production. Et donc on a fait ce projet qui s'appelait Évolution en 2016, fin 2016, qui a connu un succès public. Et donc depuis 3 ans, on fait beaucoup de mapping comme ça, un peu à travers l'Europe, le monde, la France. Là par exemple, c'était la cathédrale de Metz. Toujours avec une utilisation de laser et d'interaction. Donc là, on est sur des grands formats, beaucoup de gens, voilà. Donc récemment, on s'est dit, on aimerait bien se tourner aussi vers des productions un peu plus intimistes, pour des jauges moins importantes. Là, je vous passe un peu quelques visuels. Là, c'est le dernier qu'on a fait à La Rochelle pour la réouverture de l'hôtel de ville. Voilà. Et puis, où je voulais en venir, c'est qu'ensuite, on a produit un mapping interactif pour une personne. Donc là, c'était à l'abbaye de l'Épau, au Mans. Ils nous ont commandé ça pour 3 mois. Et donc là, vous avez un mapping où vous êtes tout seul en face et vous venez jouer avec un capteur qui prend la position de votre main, et c'est vous qui pilotez le faisceau laser et qui vient déformer la vidéo. Ça fonctionne plutôt pas mal. On vient de se structurer. Yann vient de me rejoindre à La Rochelle. On a notre petit studio là-bas de création. On vient de monter une petite société pour pouvoir fonctionner qui s'appelle Animalux. Et puis voilà, après toute cette partie interactive, donc on va essayer de se retrouver vers des petits formats, des nouveaux écrans. Et là, c'est le nouveau projet justement avec l'atelier Art Science. On veut monter une exposition qui s'appellera Prisme. Et là, je laisse la place à Yann pour vous expliquer tout ça. Juste avant de parler de Prisme, je vois qu'il reste 2 minutes de temps de parole que je vais occuper en mettant une vidéo. Pour parler de l'utilisation de la lumière. Je viens de l'image. J'ai fait énormément de figuratifs pendant une 15aine d'années. Oui, tu peux mettre la vidéo, je vais expliquer. Et pour le projet Lux, donc Lumière, on avait décidé sur scène de bannir l'aspect figuratif de mon travail pour travailler des tableaux beaucoup plus abstraits. Et pour cela, on a utilisé la lumière et un dispositif motorisé d'écran qui, au gré de son utilisation, permettait de servir d'écran ou de projecteur, le tout en étant interactif. Et ce projet a ouvert la porte à des choses plus complexes,
comme les mappings. Et le lien entre tous ces projets, c'est le code informatique. J'écris moi-même mes logiciels. Le mur sur scène de lumière était contrôlé par un logiciel que j'avais écrit, et ça me permet de faire de la recherche et d'explorer des pistes qui, par le biais de logiciels plus commerciaux, sont pas évidents à appréhender. Je peux vraiment me focaliser sur un point très précis, c'est-à-dire que mon logiciel, pour la tournée, ne faisait fonctionner qu'un type de lumière, mais j'ai travaillé pendant 6 mois avec ce projecteur pour essayer de trouver toutes les pistes d'exploitation. J'ai aussi beaucoup réutilisé dans mon travail le laser, mais pas en face, en contre, pour pointer des choses, étant donné que l'image est souvent interactive, pour pointer des choses sur les projections et rajouter une dimension de lecture par-dessus la projection. Rajouter à ça l'utilisation des lumières, voilà, ça définit un peu le mix au final de différentes technologies que j'aime bien utiliser pour créer ce qu'on pourrait appeler des œuvres. Donc là, ce qu'on voit, c'est toutes les créations qui ont pu être faites avec ce principe. Et depuis maintenant 4 ans, je fais énormément de projections monumentales, je dirais quasiment à la chaîne. Et j'ai été frustré à chaque projection de la perte de qualité. On parlait de la qualité du noir hier avec un autre artiste, et en projection architecturale, il y a une grosse perte de qualité parce qu'il y a une pollution lumineuse due à l'éclairage urbain, au fait que l'écran ne soit pas blanc, c'est de la pierre, il faut l'accepter, aux déformations liées à l'architecture du bâtiment. Et j'ai eu envie de travailler sur des pièces plus petite, à échelle humaine, plus intimiste, où je maîtrisais l'environnement. Et ayant arrêté l'exposition dont on parlait tout à l'heure avec Eliane, les mécaniques poétiques, je me suis dit que c'était l'occasion de repartir sur des formats réduits et de créer une nouvelle exposition, ce qui nous amène au projet Prisme, qui est un nom temporaire pour le moment, parce que c'est un terme tellement utilisé par ailleurs que je pense qu'il va falloir que je trouve une idée un peu plus originale. Mais pour le moment, on en est au balbutiement du projet. C'est un projet qui devrait se finaliser d'ici 2 ans et qui est parti sur la base d'un principe qui découle de la technique du mapping. Le mapping, au final, c'est projeter une image sur un support spécifique en respectant les propriétés de ce support. Par exemple, si je projette sur un bâtiment, je vais jouer avec les lignes, les pierres du bâtiment. Actuellement, moi, je redessine toutes les pierres du bâtiment. Donc, s'il y a 20 000 pierres, je dessine 20 000 pierres. Et grâce au code, je fais bouger ces pierres. Mes homologues ne travaillent pas pareil, ils travaillent avec un scan 3D et ils jouent avec le volume, le relief. Moi, j'ai décidé d'exploiter le mapping différemment et du coup, cette notion de produire une image spécifiquement pour son support m'a amené à réfléchir à d'autres supports de projection. Et de là est née l'idée de Prisme, à savoir des supports plus complexes comme peuvent l'être le verre, l'eau, la fumée, le sable, et essayer de trouver quel type d'image et quel contenu on pouvait créer en fonction des caractéristiques de ces matériaux. À ce moment de ma réflexion, parce que j'ai imaginé sur papier une douzaine de pistes, l'atelier Art Science m'a contacté pour travailler sur une exposition sur l'intelligence artificielle. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion d'exploiter ces idées. 2 pistes ont été exploitées. Le premier, je vois l'image, c'était le principe de réflexion à travers une sorte d'objet qui était en cristal dans mes premiers tests. Un principe de réflexion pour essayer d'emprisonner l'image dans le cube en cristal à travers un système de reflets. Et de créer du contenu pour qu'on ait l'impression que l'image soit vraiment dans le minéral, dans le verre. Et avec la complexité des reflets, de la réfraction d'un tel objet, ça a fait je ne sais pas si on peut appeler ça un écran, mais en tout cas une surface de projection très complexe qui maintenant s'appelle le soléidoscope, en référence au kaléidoscope, et qui est exposé d'ailleurs à côté au salon, et qui est exposé mais sous la forme
plexiglas. Voilà, on n'est plus dans la pureté de ce que proposait le cristal parce qu'on n'a pas pu construire l'objet en cristal et c'était beaucoup trop lourd, ça atteignait 350 kg. Donc on a fait une version plexiglas qui, une fois fabriquée, se révèle être moins parfaite dans sa restitution des reflets et moins pure que ce que j'avais fait en petit, mais qui offre quand même des pistes d'exploitation quand c'est lié à la lumière, l'utilisation de la lumière et de la projection, qui offrent des pistes, pour moi en tout cas, intéressantes. Le deuxième projet, c'était essayer d'exploiter, je voyais souvent, on voit ça dans les objets publicitaires, des blocs de verre gravés en volume par un faisceau laser. Donc d'essayer d'exploiter des blocs de verre avec un contenu défini à l'intérieur et de les augmenter. Au final, au lieu de projeter sur un bâtiment, j'utilise le volume sculpté dans le bloc de verre et je l'augmente. Et l'augmenter par le biais d'un écran qui serait mis à l'arrière des blocs de verre et qui viendrait rajouter une dimension de lecture à la sculpture gravée dans le verre. Cet objet s'appelle Anatomie parce qu'en arrière-plan, sur l'image, sur l'animation, j'ai utilisé une librairie médicale avec toutes les parties du crâne et grâce à l'aide de la main, on peut venir déplacer la totalité de la boîte crânienne. C'était sur l'intelligence artificielle et c'était un clin d'œil à un manga qui s'appelle Ghost in the Shell où il y a un personnage, notamment une geisha, qui ouvre son visage avec une partie robotique et mécanique à l'intérieur. Donc là, la partie n'est pas mécanique, elle est organique. Donc il y a un écorché numérique en perpétuel mouvement derrière ce masque et dès lors qu'on retire sa main, le masque se referme et on retrouve le visage beaucoup plus doux de la geisha qui est gravé dans la matière du verre. Une autre installation a été, je vais laisser un peu les images montrer la partie interactive. Je suis dans les temps. Oui. Une autre installation, je prends un peu d'avance, a été imaginée cette fois pour les besoins d'un musée avec un travail sur le sable. C'est un travail que j'avais commencé pour une compagnie de théâtre il y a quelques années où les acteurs pouvaient plonger leurs mains dans le sable et à la manière d'un iPhone, l'image projetée sur le sable réagissait. Sauf que là, c'était dans du sable, donc ça a donné lieu à des scénarios qui étaient assez beaux. Et j'ai réexploité cette idée avec du sable et des pierres. Donc la partie interactive, cette fois, c'est la pierre elle-même. C'est elle qui va générer le mouvement et l'interaction. Et du coup, le musée, en tout cas, dans cette exploitation-là, parce qu'il peut y en avoir d'autres, m'a donné de la matière. C'était des vieilles illustrations. Et du coup, j'ai utilisé cette matière pour créer un dispositif qui, à l'aide des pierres, permet de manipuler toutes ces informations. Donc, des fois, c'est les pierres qui sont les écrans. Des fois, c'est le sable qui est l'écran. Et tout est toujours interactif. La dernière installation qui est présentée à Experimenta, qui a une semaine maintenant, en fait, qui a été finalisée il y a une semaine, c'est une installation qui s'appelle Strata. C'est l'installation qui m'a été inspirée par ma rencontre avec Gilles. C'est un travail sur une succession de lames de verre dans laquelle on peut injecter de la lumière. Du coup, la réflexion, ça a été comment concevoir le contenu d'un tel dispositif, combien de lames on met, qu'est-ce qu'on grave, comment on le grave, en fonction des contraintes liées à la diffusion de la lumière. Gilles en parlera mieux que moi tout à l'heure. Et au final, ça a donné lieu à produire cette œuvre qui s'appelle Strata, qui est... pour rester dans la continuité de la geisha qui était présentée tout à l'heure, un personnage, une samouraï, qui met ses mains en avant, qui est sculpté en 3D dans une vingtaine de plaques de verre et avec un système de lumière qui peut éclairer plus ou moins chaque plaque et faire naître à chaque fois une sorte de personnalité différente parce qu'il y a différentes couches dans cette sculpture. Il y a la première couche qui est celle de la peau, il y a le squelette, il y a des végétaux et en fonction de ce que j'éclaire, je mets en avant plus ou moins une personnalité. Donc il peut y avoir une personnalité très morbide, celle du squelette, mais tout de suite qui est masquée par le visage doux du personnage. Et dès lors qu'on met les mains sur la première vitre, contre les mains du personnage, on génère une vague de lumière qui le traverse.
Je pense que voilà, j'ai été très rapide sur les premières bases de ce projet qui s'appelle Prisme et qui est amené à être nourri par la production d'autres objets toujours un petit peu atypiques, exploitant des propriétés lumineuses de certains matériaux. La prochaine, ça sera probablement un travail sur un siphon de fumée, d'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de la lumière sur un siphon maîtrisé, avec la main, traverser la matière et avec des projections. Voilà, c'est des pistes comme ça qui, à terme, créeront une exposition un peu plus conséquente qui s'appellera, pour le moment, Prisme. Sur ce, je vais laisser la parole à Gilles. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Gilles Leblévenec, je travaille au CEA au Leti, et donc pour le projet Strata, nous avons travaillé avec Yann et Arnaud, ainsi que Charles-Élie Goujon, qui est un collègue qui a travaillé plutôt sur les composants, le choix des composants, et moi qui ai travaillé sur la partie optique, parce que c'est mon métier. Donc si tu peux avancer. Voilà, donc on m'a demandé de présenter le laboratoire dans lequel je travaille, qui est un laboratoire des composants émissifs. Donc c'est un laboratoire qui fabrique principalement des écrans sous différentes formes. Donc il y a des écrans LCD qui sont aujourd'hui commercialisés pour faire notamment tout ce qui va être écran de télévision. Et on travaille sur des générations un petit peu futures, qui sont des écrans à base de GaN. Donc le GaN, c'est du nitrure de gallium, et c'est le matériau dont on se sert pour faire des LED. Donc les LED, en tant que composant, ça émet beaucoup de lumière. Et là, nous, on essaye de faire des écrans qui utilisent ce même matériau, mais sous forme de pixels. Donc il y a un gros travail qui est fait actuellement au Leti sur ces applications-là. Ces écrans sont très performants, émettent beaucoup de lumière, mais ils émettent que de la lumière bleue. Donc il faut réussir à un moment transformer cette lumière bleue en rouge et en vert si on veut faire un écran couleur, quoi. Donc ça, et moi je travaille sur le GaN et sur la conversion de couleur. Et il y a une autre activité dans mon laboratoire qui concerne toujours ces techniques d'écran, mais à partir des OLED. Donc là, ce sont des LED, mais qui sont faites avec des matériaux organiques qui ont pas mal d'intérêt, mais qui seront toujours un petit peu moins puissantes, un petit peu moins performantes en termes de quantité de lumière émise. Donc voilà, ça c'est pour situer mon activité de chercheur et de mon travail au quotidien. Si tu avances. Il se trouve que j'ai fait développer depuis quelques années une activité autour des surfaces éclairantes. Donc j'ai participé à un projet avec Philips où on a développé des surfaces qui émettaient de la lumière. Et donc là, c'est un exemple, ce visage. J'ai aussi travaillé sur des portes vitrées éclairantes. Donc là, aujourd'hui, ces produits-là sont commercialisés par Softica, qui est une entreprise de Chambéry, et qui fait donc des portes vitrées pour les hôtels, pour les magasins, qui sont capables d'émettre de la lumière au niveau d'un logo ou d'un visuel quelconque. Et en développant sur ces techniques-là, d'injection de lumière dans des surfaces, j'avais aussi développé une technique pour injecter de la lumière dans des films minces en plastique qui intéressait Renault. Donc on a fait un projet avec Renault qui n'a pas été retenu pour des raisons de stratégie, de coûts et autres. Donc ça, c'est la vie industrielle. Et il se trouve que dans le cadre d'Experimenta, j'avais aussi travaillé en 2012 avec d'autres artistes pour fabriquer une sorte de voile qui reconstituait ce qu'on appelle le diagramme de chromaticité, c'est-à-dire qu'à partir de LED de couleur, on arrivait à reconstituer de la lumière blanche dans un objet qui s'appelait le chromatophore, donc qui avait été fait par Paolo Castagna et Gianni Ravelli. Et j'avais été aidé par mon collègue Giga, j'ai oublié son prénom. Angelo, pardon. Voilà. Donc ça, c'était un peu d'où ça vient. Et donc, on m'a demandé d'expliquer un petit peu les principes qui ont été utilisés dans l'installation Strata. Donc, je vais essayer en 2-3 transparents de vous expliquer comment ça marche. Voilà. Donc, dans Strata, on a une plaque de verre qui est ce bloc bleu là. Et en mettant des LED à une des extrémités, on va injecter de la lumière dans ce bloc de verre avec un angle suffisamment grand. Donc cette lumière va venir se réfléchir sur les parois en interne. C'est ce qu'on appelle la réflexion interne totale. Et c'est ce mode de propagation qui est sans perte, c'est-à-dire que la lumière se réfléchit vraiment sans aucune perte, sans aucune dégradation.
et poursuit son chemin comme ça dans ce qu'on va appeler un guide de lumière. Donc c'est le même principe qui est utilisé pour les fibres optiques. Et donc à partir de ce principe-là, on peut propager de la lumière autant qu'on veut dans un guide transparent. Ensuite, une fois que cette lumière a été injectée et se propage, il faut l'extraire. Donc pour l'extraire, on va réaliser des petits points diffusants, donc qui vont être souvent des sphères. Et ces points vont venir éclater le faisceau. Une partie de ce faisceau va être extraite et va sortir par les faces du bloc de verre. Et une partie va continuer son chemin et va poursuivre sa propagation. Alors ces points ont été modélisés par Gustav Mie, donc là c'est pour les scientifiques. Il y a une théorie assez sophistiquée qui permet de calculer la lumière qui est extraite dans le cadre d'une diffusion de la lumière par des sphères. Donc c'est Gustav Mie qui a fait ça en 1908. Et pour réaliser ces points physiquement, en fait, on va utiliser un faisceau laser. On va prendre un laser de puissance, donc c'est des lasers extrêmement puissants, et on vient les focaliser au centre du bloc de verre. Et ces lasers vont venir dégrader comme un claquage électrique, c'est-à-dire vraiment on vient créer des fissures sur des tailles à peu près microniques, et on va venir faire un petit point diffusant au sein du verre, et c'est les points qu'on visualise sur l'objet strata. Voilà, donc ça c'est le principe qui est utilisé pour l'injection et l'extraction de la lumière. Alors maintenant, un des écueils pour réaliser quelque chose qui soit esthétiquement réussi, c'est qu'il faut que la lumière que l'on extrait soit à peu près homogène. Il ne faut pas qu'il y ait une partie éclairée, une partie sombre. Donc on va essayer de gérer la lumière de façon à ce que tout ce qui doit être éclairant soit à peu près homogène. Donc là, on utilise des techniques... Donc là, c'est un exemple sur une plaque de verre de 30 par 30, où on injecte avec plusieurs LED et on arrive à faire une surface lumineuse très homogène. Donc c'est l'exemple bleu là que l'on voit. Et là, on peut utiliser des techniques de lancer de rayons. Donc c'est ce que l'on voit en vert sur la diapositive. Donc ça, c'est de la simulation. Donc là, c'est ma collègue Marianne Consoni qui a fait ce travail-là. Et là, on est capable vraiment, en dimensionnant tous les petits points diffusants, d'arriver à faire des surfaces extrêmement homogènes en lumière. Donc là, c'est une technique de lancer de rayons. Donc on voit le résultat, c'est le résultat graphique en vert, là, et on voit les rayons qui sont symbolisés dessous. Donc là, je ne sais pas, on a dû lancer quelques milliers de rayons, et on fait le total de l'énergie portée par chaque rayon à l'extraction. Alors le principe de base, c'est que lorsqu'on injecte de la lumière et que l'on extrait, c'est comme si on faisait des trous dans un jet d'eau. Donc au début, comme il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de lumière à sortir, et à mesure qu'on avance, la lumière décroît, et donc il y a de moins en moins de lumière. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compenser la taille des trous pour faire que les quantités de lumière, ou la taille des motifs, pour faire que les quantités de lumière qui sortent soient à peu près toutes bien réparties, et qu'on obtienne donc une surface homogène éclairante. Voilà. Et le dernier point, comme c'était une structure en strates, il faut que ce qui est extrait de la plaque qui est la plus en arrière de l'installation émette plus de lumière, parce qu'elle va être censée traverser les 19 autres plaques qui sont devant. Donc on va gérer la quantité de lumière et la taille des motifs sur les différentes plaques en fonction de leur position dans l'installation. Et d'autre part, on va faire que les motifs soient complémentaires, c'est-à-dire qu'ils ne s'écrantent pas les uns les autres. Donc on va les positionner de façon à ce que le résultat soit homogène. Et ensuite, on va pondérer la lumière entre les différentes plaques. Voilà. Donc un peu les effets qui ont été utilisés par Yann et Arnaud pour réaliser leur œuvre. Et donc, pour finir... pour moi, ça a été une expérience extrêmement intéressante de travailler avec ces deux personnes lumineuses. Et puis, on a aussi le sentiment d'être au début de quelque chose, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a d'autres idées à avoir autour de ce type de conception. Voilà. Donc, pour moi, c'était tout à fait intéressant. Je vous remercie. Juste, excusez-moi, pour préciser, parce que Gilles n'en a pas parlé,
À l'origine, ce procédé devait être fait avec des films, pas des plaques de verre. Donc le système d'injection de lumière était autrement plus compliqué, et pour des raisons de coût, puisque le système qui permet d'injecter la lumière dans des films qu'a breveté, c'est ça, si je me trompe, Gilles, n'est pas industrialisé, donc la fabrication de l'objet avec ce système-là avait un coût autrement plus élevé que celui qu'on peut faire avec des plaques. Mais à l'origine, c'était des feuilles de verre qui devaient être utilisées. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de votre témoignage. Eh bien, la présentation est ouverte à vos questions. Avez-vous des questions? Nous sommes 2 à vous apporter le micro. Oui, voilà. Excusez-moi, j'ai mis du temps à adapter. Bonjour, merci pour la présentation. C'est vraiment très joli là, ce que vous faites. Je me posais la question, à peu près à quelle résolution on peut monter dans des plaques de verre comme ça? Étant donné que le choix au début qui s'est posé, c'est est-ce qu'on utilise l'imprimerie, est-ce qu'on utilise les tests qu'avait fait Gilles, c'était de l'imprimerie, hein, c'est ça, c'était imprimé sur l'avant du verre, sur la face. Et justement, Gilles a essayé de trouver des imprimeurs qui pouvaient aller avec jusqu'à 30 microns à peu près de taille de poing. Et moi, j'avais par le passé travaillé avec du verre gravé. Et justement, ce qu'il y a dans l'utilisation du laser, c'est que ça fait un point tellement minuscule que c'est de l'ordre de l'immatériel. En fait, on voit un nuage de points et ça paraît... c'est assez magique. Et du coup, je voulais vraiment utiliser cette technique et pas utiliser de l'impression, parce que la sensation du point est tellement minuscule qu'on a l'impression que... Enfin, si on en met un, on ne le voit pas. Par contre, si on en met une quantité énorme, on les voit. Et la définition de l'image que j'ai donnée à taille réelle était à 600 dpi. Alors après, c'est très difficile de comparer. Il aurait fallu faire graver une plaque et imprimer une plaque pour voir les différences. Ça, on l'a pas fait. Mais le choix d'utiliser le laser permet d'aller très très loin en termes de précision. Je pense que ça va plus loin que l'imprimerie. Très bien. Une question là-haut? Merci de nous faire rêver, c'est chouette. Je me demandais si les petits points diffusants pouvaient éventuellement être modifiés en dynamique, ou est-ce qu'ils sont figés dans le verre? Modifié à la fabrication ou modifié dans le temps? En dynamique, est-ce qu'il y aurait moyen en temps réel pour faire vivre l'œuvre? C'est la lumière qui va modifier la perception qu'on a de ces points. Oui, j'entends bien, c'est la lumière qui va aller taper sur ces points diffusants et faire sortir la lumière, mais est-ce qu'on pourrait la faire taper dans des points diffusants situés à des endroits variables dynamiquement? Il faudrait trouver le procédé qui permette de jouer avec celui-là. Par contre, ce qui pourrait être exploité, c'est d'autres matériaux qui prennent la lumière différemment. Je sais pas moi, des fils entre les plaques, mais la matière dans le verre, au final, faudrait trouver autre chose à injecter que la lumière qu'on injecte, peut-être pour venir jouer différemment avec cette lumière. Mais du coup, c'est une réflexion qu'on va voir par la suite. Là, c'était un modèle de test qui a posé des bases. Ça marche relativement bien. Et par la suite, justement, Gilles en parlait, ça ouvre la porte à aller plus loin encore. Je me permets juste sur votre question. Il y aurait une possibilité, effectivement, mais c'est de faire de la gravure en live, en fait, être devant la plaque et que ça se grave directement. Et là, effectivement, on peut ajouter des points qui n'y étaient pas 2 secondes avant, mais ou c'est plus compliqué. Utiliser des éléments qui sont collés à la matière, au verre, faire tomber des gouttes d'eau. Ça marche très bien. Ça crée vaporiser une matière qui, collée au verre, du coup, serait éclairée. Les traces de doigts marchent très bien aussi. D'autres questions? Oui. Alors vous êtes passé d'un film à une plaque de verre, du coup il y a de l'épaisseur. Là vous envoyez toute la lumière dans toute l'épaisseur, mais si vous utilisez un laser, vous pouvez jouer dans la profondeur et ne pas tout éclairer, et en plus faire de la couleur. Est-ce que c'est possible ça? Le laser, il y a des contraintes. On ne peut pas éclairer à moins de 5 mm du bord. Sinon, il y a un risque de fissure, étant donné que le laser casse la matière. Donc, on a une marge. Donc, on ne peut pas
gravés sur des plaques fines. Donc là, on a pris du 6 mm. C'est le minimum pour utiliser le laser. Et du coup, dans le 6 mm, le laser, lui, déjà à une échelle minuscule, place ses points dans l'espace. Pour l'œil, c'est sur le même plan, mais il ne peut pas les placer sur le même plan, sinon ça fissure la plaque. Donc le logiciel qui sert à graver distribue les lasers. Ça, c'est invisible à l'œil nu parce que c'est une profondeur très réduite, mais distribue les points sur 5-6 épaisseurs pour pas que ça casse. Mais sur une plaque si fine, on ne peut pas jouer avec l'épaisseur. Par contre, si on travaillait sur des plaques de 1 cm, 2 cm, 3 cm, on pourrait effectivement commencer à graver plus ou moins en profondeur dans l'épaisseur du verre. Ok. Une autre question? Oui, j'arrive. Merci Amal. Est-ce qu'on ne pourrait pas, finalement, pour avoir un système de visualisation 3D dynamique, de faire simplement des écrans couleurs transparents et puis de les stacker comme ça? Ça existe. Ça existe alors? Ça existe, seulement l'écran lui-même coûte... Moi, je m'intéresse aux écrans transparents depuis longtemps. Il y avait Samsung qui avait sorti des écrans transparents avec système de cristaux liquides opaques, mais il fallait un fond blanc. C'était des écrans passifs. Il fallait mettre une source lumineuse derrière pour créer le blanc dans l'image. Et l'écran faisait un masque. Et depuis 2 ans, sont sortis des... Je ne sais pas les termes techniques, moi j'appelle ça des écrans phosphorescents parce qu'ils génèrent la lumière. C'est-à-dire qu'on les allume dans le noir. Ils sont transparents, mais le pixel qui s'allume est lumineux. Et il y a un collectif japonais qui s'appelle WOW, W-O-W, qui a eu la chance, parce que je pense que la technologie est japonaise, d'en utiliser une vingtaine, et a fait ce principe avec ce type d'écran. Et c'est assez magnifique. Très bien. Oui. Je voudrais donner 2 informations par rapport à la possibilité de faire des sources émettrices sur écran transparent. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces solutions, y compris au CEA-Leti. On travaille sur des façons de faire ce qu'on appelle des micro-LED sur substrat transparent. Et par rapport à la question de la possibilité de moduler localement la diffusion, il y a des cristaux liquides qu'on appelle des PDLC, donc des polymères disperses liquide cristal, qui permettent de moduler selon le signal électrique la diffusion d'un état 0 à un état 1, et donc peut-être que ça pourrait être utilisé pour faire ce que la dame proposait là. Je note, merci. Est-ce que c'est cette technologie qui est utilisée sur les verres qu'on peut rendre opaques avec une commande électrique? C'est pas la même chose, d'accord. D'accord. Donc là, il y a de quoi enrichir votre équipe, hein, Gilles, tu peux. Super. Bien, y a-t-il une autre question? Oui, j'arrive. Bonjour tout le monde. J'ai bien aimé ce que ça donne, la projection en fait sur le sable. Et je me demandais si vous pouviez faire en sorte que le sable il soit en lévitation, on va dire, et peut-être souffler par-dessus, par-dessous pour faire en sorte de rendre la chose dynamique aussi. Et je pensais aussi peut-être à, je sais pas, des émulsions, des vinaigrettes, des trucs comme ça à projeter là-dessus, ça pourrait être pas mal. C'est des pistes de recherche que j'ai envisagées. Il y a un artiste d'ailleurs qui a travaillé avec l'Atelier Air Science qui a fait une œuvre qui s'appelle Psh. Et c'est du sable dans un environnement fermé comme un aquarium, du sable qui est propulsé par une cinquantaine, une centaine, je sais pas, de petites souffleries. Et du coup ça bouge dans tous les sens, c'est assez beau. Et je l'avais contacté quand j'ai commencé à travailler avec le sable parce que le sable fait de la poussière et c'est infernal. Et dès lors qu'on le bouge, qu'on fait ça fait un nuage de poussière qui est permanent. Et j'ai essayé de laver le sable, de le filtrer, et en fait, il crée sa propre poussière. Et du coup, j'avais contacté cet artiste qui avait résolu le problème. Il avait mis un produit, une sorte de résine autour pour pas que les grains se cassent. Mais c'était très compliqué. Il m'avait expliqué. Et voilà, le sable a des contraintes, c'est très beau au mouvement, mais dès lors qu'on le met, ça génère de la poussière. Et dans un endroit comme un musée, c'est assez problématique, surtout s'il y a des tableaux autour. Donc j'avais abandonné l'idée de mettre en mouvement le sable. Par contre, il y a des fluides, il y a des particules qu'on peut mettre en mouvement, comme l'eau ionisée, ce qu'on voit dans les supermarchés autour des salades et des poireaux, le nuage, la vapeur d'eau qui là, effectivement, peut servir de support pour de la lumière et de la projection, qui ne génère pas d'effet indésirable, si ce n'est un petit peu d'humidité. Mais effectivement, là, les prochaines pistes d'écriture vont peut-être essayer d'appréhender des matériaux comme ça. Vous avez une question là?
Bonjour. Je me demandais comment vous faites pour capter la main qui permet d'interagir. Je vous vois pas, donc Ah. C'est une technologie qu'on trouve dans le commerce maintenant qui s'appelle un lip motion. Alors la main, laquelle, sur quelle installation, à vrai dire? Sur l'installation transparente avec les plaques de verre. C'est un écran capacitif, c'est l'équivalent grand format de ce qu'il y a sur les écrans d'iPhone. C'est un film qui a été collé sur la première plaque et qui est sous-exploité parce qu'il peut récupérer 100 points de contact en même temps et on utilise juste un on-off. Mais c'est une surface transparente, donc discrète, qui sert juste à localiser une zone de contact sans voir la technologie. Ok. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour ces formidables moments où vous nous faites découvrir. Un petit pas de côté, moi, sur ma question. Vous êtes musicien, on a commencé la présentation par ce biais-là. Est-ce que vous envisagez d'enrichir les approches que vous menez avec le son? C'est-à-dire ce que vous faites magnifiquement avec la lumière, de le coupler avec le son. Il y a du son en général dans 95% de ce que je produis. Étant donné que pour le moment les objets qui sont présentés au salon expérimental ne sont pas destinés encore à être montrés, qu'ils le seront dans 2 ans. Ils sont encore en phase de recherche, de chantier, c'est-à-dire que là je montre cet état de la recherche, mais d'ici 1 an, peut-être que le contenu aura encore changé, j'aurai trouvé d'autres manières peut-être plus pertinentes de les exploiter, mais à terme, il y aura un scénario musical pour chaque objet. J'en mettrai pas si ça ne sert à rien, mais en général, j'accompagne toujours les installations avec de la musique. Une question? Moi, j'en ai une. Vous avez dit que vous écriviez vos programmes tout seul. C'est moi qui parle. Je ne suis pas supposée poser de questions, mais ça me titillait. Vous écrivez vos programmes vous-même. Quelle est votre formation en programmation et est-ce que... Je suis autodidacte, mais j'en fais depuis très longtemps. Au final, j'ai commencé par la musique, après j'ai fait des images pour accompagner la musique, après je les ai animées, et après il a fallu faire un site internet pour le groupe. J'ai voulu que ça soit animé, et pour l'animer il faut coder, donc j'ai appris le code. Après le groupe a fait un DVD-ROM, enfin j'ai fait un DVD-ROM, donc j'ai appris pour le besoin à développer, et petit à petit... j'ai fini par tout faire et tout est fait en code, en C++. L'ensemble des mappings, des installations. Super, merci. D'autres questions? C'est tout clair? Vous avez envie d'aller voir Voilà, alors je vais peut-être rajouter quelque chose à vas-y, Eliane. Pour vous dire que justement pour la qualité du noir dont tu parlais, pour que les œuvres soient vraiment mises en valeur, on a voulu vous installer dans un coin qui était particulièrement obscur. Donc insistez, vos œuvres sont installées dans la première salle au fond, mais c'est vrai qu'elles sont pas très visibles. Donc vous cherchez bien, vous allez les trouver. Il y en a 3, elles sont magnifiques. Et je voudrais aussi peut-être... La première salle au fond, tu peux... Alors, Salon Minatek. Salon Minatek, vous allez dans l'entrée et puis les dispositifs sont installés dans 2 salles. J'ai peur de me tromper, je crois que c'est Titane 1 et après il y a Titane 2, donc c'est au fond de la salle Titane 1. Nous sommes les voisins d'Alice au Pays des Merveilles. À côté de nous, c'est Alice au Pays des Merveilles. Super, donc on va passer par un petit trou. Et puis peut-être tout simplement redire que dans quelques temps, vous aurez effectivement vos fenêtres qui seront sans doute aussi des lampes, des fenêtres éclairantes. Ce sera aussi peut-être les écrans pour regarder les films. Et vous repenserez à ce moment-là où les artistes ont participé à la recherche, ont participé à ces recherches sur les surfaces transparentes. Et vous dire que finalement, la connexion entre artistes et scientifiques, elle se fait facilement parce que les désirs des artistes sont souvent concomitants aux désirs des chercheurs et que les artistes ne sont pas du tout des gens hors sol. Ils sont vraiment en lien et avec les recherches et avec les problématiques du moment. Et je crois que le Salon expérimental le prouve particulièrement cette année, que ce soit les œuvres qui sont liées au réchauffement climatique, celles à l'intelligence artificielle ou celles-ci, comme d'autres,
Je crois que les liens et les rapprochements que nous faisons ne sont pas complètement éthérés, mais ont vraiment du sens. Très bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, nous vous remercions à nouveau. Merci beaucoup pour ce partage et de nous avoir fait rêver. Et je vous donne rendez-vous à vendredi prochain, donc, et cette fois à l'Amphiminatech, pour savoir comment est-ce que notre Terre, la planète bleue a besoin d'eau.